Good day, everyone, and welcome to Pathway to Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre sommet Pathway to 17. Je suis Safutuli Mlongo. Je vais être votre modératrice pour cette séance. Cette séance est interprétée en français. Si vous souhaitez écouter le français, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Cette séance est sur le rôle des marchés des capitaux dans le financement vert. Nous avons parmi nous Vimal Parmar qui est notre intervenant. Je vais vous passer la parole pour votre présentation. Merci beaucoup, Safutile. Je suis Vimal Parmar. Je suis un spécialiste des marchés de capitaux chez FST Africa. Je travaille avec 30 à 35 pays à travers de différents marchés, surtout les marchés des capitaux et le financement. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment les marchés des capitaux peuvent jouer un rôle dans les économies vertes et le financement vert dans les différents pays du continent africain. J'ai divisé ma présentation dans plusieurs parties. Je vais parler de FST Africa et notre travail en matière du financement vert. Ensuite, je vais passer à la prochaine partie sur le financement vert lui-même. Désolé, mes diapos refusent de répondre. Alors, je pense que vous pouvez peut-être arrêter le partage et redémarrer la présentation. Yeah, it's not working, it's not moving. Bon, ça ne fonctionne pas. D'accord. Je vais essayer de partager la présentation de mon côté et vous pouvez juste continuer avec votre discours. D'accord. Donc, je vais brièvement parler de FST Africa. Est-ce que je devrais arrêter de partager? Je vais le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, je vais brièvement parler de FST Africa. Nous sommes une agence de développement, principalement fournissant des outils et des ressources pour promouvoir du changement dans les marchés de capitaux. Nous travaillons avec les acteurs dans les marchés financiers pour porter des opportunités. Pour l'avenir de l'Afrique, nous souhaitons créer un avenir durable, donc pour le peuple et pour l'environnement naturel. Principalement, nous opérons au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Éthiopie et au Maroc. Nous opérons également dans le Sahel, la région ouest africaine, entre autres. Donc, nous couvrons 30 à 35 pays sur de différents programmes. Alors, je vais vous parler des marchés de capitaux et notre approche. Nous essayons d'augmenter la disponibilité du financement à long terme pour permettre le développement économique et atteindre un avenir durable pour le peuple africain. Alors, pour le faire, nous soutenons le développement des politiques et réglementations propices au développement. Ce sont des politiques basées sur les preuves, des évidences. Nous soutenons le développement des infrastructures de marché. Nous avons par exemple des tableaux de bord et des bases de données sur le continent africain. Pour fournir une preuve de concept, nous soutenons également le développement de produits à travers des transactions de démonstration. Alors, par exemple, nous allons lever des fonds sur des marchés et finalement, nous fournissons
un leadership d'opinion et nous développons les capacités des parties prenantes dans les marchés. Cela à partir des séminaires, des ateliers. Et nous avons des formations ciblées pour notre public selon le rôle que l'on va jouer dans l'écosystème financier. Alors, nos principaux instruments financiers, nous avons des subventions remboursables et des dépenses d'investissement. On va continuer. Maintenant, je vais vous présenter certains des investissements que nous avons soutenus sur le continent africain. Donc, nous avons fait quelques émissions obligataires avec les obligations vertes. Par exemple, au Nigeria, au Kenya, une émission de 109 millions de dollars. Au Rwanda, on a fait une petite émission de 3,3 millions de dollars USD. Au Maroc, nous avons fait une émission d'une obligation liée aux femmes pour 21 millions de dollars. Ensuite, nous avons par exemple l'obligation verte ONCF pour 88,5 millions et nous avons fait une émission d'obligation verte sur l'île Maurice pour 11 millions de dollars. Prochaine diapo. Certaines de nos réussites clés, comme j'ai mentionné, nous faisons beaucoup de travail sur la réglementation. Nous avons soutenu plus de 13 règles dans les marchés africains, 2 plans directeurs, 6 politiques, 6 lignes directrices, 2 stratégies et 2 lois. Donc, nous travaillons encore sur quelques stratégies des législations. Alors, pourquoi? En fait, l'Afrique dispose des bons actifs pour ce genre de transactions. Nous avons principalement travaillé sur des instruments de développement durable, par exemple les obligations vertes. Notre première transaction, c'était une obligation verte souveraine au Nigeria. Sur les obligations sociales, nous avons soutenu des obligations liées aux femmes, axées sur les femmes, en Tanzanie et au Maroc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais rapidement revoir ces informations. Ce sont nos 5 principaux domaines d'action. Nous avons le développement de produits. Nous soutenons de différentes initiatives, par exemple, l'instrument d'augmentation des crédits au Kenya. Nous avons un travail de développement des capacités, des infrastructures de marché, un programme de soutien pour les institutions et la réglementation. Nous soutenons les régulateurs, nous développons des lignes directrices et des réglementations pour les différents secteurs en Afrique. En même temps, nous fournissons des recherches et des connaissances pour les régulateurs. Parce que, en fait, les régulateurs dans les différents pays se trouvent à des différents stades de développement. Donc, nous souhaitons fournir des bénéfices pour tous les pays. Et puis, du côté recherche, nous avons quelques initiatives regardant les conséquences après la crise sanitaire. Après la crise sanitaire, nous sommes dans une situation très différente en Afrique. Maintenant, j'aimerais vous parler du rôle des marchés de capitaux dans le financement vert et comment nous pouvons faire un effet de levier avec les capitaux au niveau national. À travers l'Afrique, on a plus de 1000 milliards d'actifs sous gestion. Une grande partie se trouve dans les titres de l'État, mais le reste est dans d'autres actifs. Très peu de cet argent est investi dans les actifs alternatifs.
Cela parce que les lignes directrices ne permettent pas ce genre d'allocation. C'est pour cela que nous essayons de créer cette réglementation pour permettre de tels instruments à être admis pour investissement. Donc, par exemple, nous souhaitons soutenir des obligations de divulgation liées à l'environnement et au climat. Nous avons de différentes obligations, par exemple les obligations vertes, les obligations axées sur le genre. Donc, nous faisons ce travail avec les marchés de capitaux parce que cela va créer le canal à travers lequel nous pourrons garantir de tels instruments ou fournir des opportunités de financement mixte. En plus, le secteur des pensions peut tirer des bénéfices de ce genre d'investissement. Encore une fois, on peut cibler de nouvelles classes d'investissement telles que les obligations vertes et les obligations axées sur les femmes. Ensuite, nous avons la formation, le développement de capacités, le militantisme et la recherche. Nous souhaitons répondre aux besoins de court terme et cela est important pour attirer les capitaux pour permettre les investissements verts. Maintenant, j'aimerais parler de la tendance du financement vert. L'Afrique n'attire que 3% du financement climatique au niveau mondial. Donc, il y a un énorme potentiel. Nous avons l'opportunité, donc sur le continent africain, et nous pouvons attirer un financement public et privé de différentes sources. Comme vous savez, le secteur financier au niveau mondial connaît une transformation pour décarboniser. Et cela représente 3 000 milliards, une opportunité de 3 000 milliards d'investissements en Afrique d'ici 2030. Notre attente est que 75% viendra des investisseurs privés. Et donc, nous avons tous ces flux d'investissement en faveur du financement vert. Il y a par exemple 253 milliards d'engagements de financement pour le financement climatique public. Tout cela à travers les marchés financiers. Il y a le Fonds vert pour le climat, c'est un autre cas, avec une portefeuille de 6,7 milliards de dollars. Le Fonds vert pour le climat, ou plutôt le GEF, dispose de 2,3 milliards. Et puis, il y a par exemple Net Zero Asset Owner Alliance avec 1,4 milliards. Donc, vous voyez que les investisseurs recherchent ce genre d'investissement. Il est simplement le côté de demande que l'on doit développer et l'Afrique peut tirer des profits de cette opportunité. Nous avons aussi le marché des obligations vertes qui représente 1,5 milliard aujourd'hui. Et puis, il y a l'Alliance financière de Glasgow, représentant 130 000 milliards de financement disponibles. Et donc, comme vous voyez, nous avons ces différentes formes de financement vert. Il y a un grand appétit d'investissement pour ce genre de classe d'actifs. Ainsi, on peut faire une vraie différence dans le marché africain et l'on peut, à long terme, aider à réduire la pauvreté.
Alors, quels sont les instruments dans les marchés de capitaux, surtout pour le financement vert ou le financement écologique? Sur le côté des instruments ou des titres de créance, nous avons les différentes obligations vertes, mais dans certains marchés, nous pouvons développer des indices pour établir de différentes mesures des prix et d'autres questions. Et en plus, il y a des fonds appelés des fonds verts. Il y a beaucoup d'engouement pour tout cela. Ensuite, il y a des opportunités pour le financement basé sur les résultats. Par exemple, nous avons les obligations pour des services liés à l'environnement. Ensuite, il y a des obligations comme les obligations Zebra et ensuite les obligations d'impact social que je n'ai pas inclus dans la liste, qui est surtout pour le secteur sanitaire. Après la crise sanitaire, nous pouvons beaucoup faire pour attirer des financements vers l'Afrique dans ce domaine. Et ensuite, il y a le marché de carbone. Prochaine diapo. OK, pour résumer, pour comprendre ce que c'est qu'une obligation verte, c'est comme une obligation traditionnelle, mais avec des qualifications vertes concernant l'utilisation des fonds pour des investissements écologiques. Il y a un fort niveau de transparence pour les investisseurs pour assurer que les fonds ne sont pas détournés à d'autres usages. Pourquoi est-ce que cela bénéficie aux investisseurs? En plus d'avoir des retours d'investissement, il y a des bénéfices pour l'environnement. C'est également important pour la gestion des risques et pour la politique d'investissement et les déclarations et les profils avec des critères ESG. Cela peut également renforcer la réputation d'un investisseur. Il y a une transparence accrue aussi avec l'entreprise ou l'investisseur et surtout auprès d'autres acteurs sur le marché pour savoir où on est en ce qui concerne l'impact. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, il y a les émetteurs. Ce sont les personnes qui émettent les obligations aux investisseurs. Il y a beaucoup d'engouement et beaucoup de demandes. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais l'offre est limitée. Et donc, les investisseurs préfèrent souvent de ne pas vendre ces obligations et de les garder dans leur portefeuille. Bien sûr, cela améliore la diversification, mais il y a d'autres avantages aussi. Cela aide avec le profil non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. J'aimerais vite parler du processus d'émission des obligations vertes. Comme nous avons dit, cela peut être dans n'importe quel secteur, mais le projet est ensuite évalué. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel instrument pour les obligations vertes. Il y a beaucoup de gouvernance et de transparence, et donc il y a des règles strictes en ce qui concerne l'utilisation des fonds et l'impact généré par l'émission des obligations. Ensuite, il y a une revue externe qui est également très importante. Une vérification par un tierce fournit davantage de confiance auprès des investisseurs parce que cela montre que les investissements sont vraiment écologiques et que ce n'est pas n'importe quel investissement. Ensuite, il y a un score qui est accordé pour aider les investisseurs à prendre des décisions. Prochaine diapo. OK. J'ai déjà parlé un peu de ce sujet, donc je vais sauter à la prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà.
côté politique, nous soutenons le secteur public et le secteur privé. Et nous développons également un mécanisme d'apprentissage entre pairs où chaque pays africain peut partager et échanger avec d'autres pays africains qui ont déjà utilisé de tels instruments sur le marché. Prochaine diapo. Sur cette carte, vous voyez où nous en sommes, surtout en ce qui concerne notre soutien pour ces initiatives. Vous pouvez voir que nous sommes présents à travers l'Afrique sur des marchés importants, mais aussi de petits marchés. Comme j'ai déjà mentionné, en Afrique australe, nous couvrons beaucoup de pays. Nous avons déjà soutenu l'île Maurice et nous avons fait des études et des renforcements de capacité dans plusieurs pays. Alors, quelles sont les leçons à tirer de tout cela? Il s'agit d'une classe d'actifs assez intéressante. Il faut quand même assez d'assistance technique. Et bien sûr, tout dépend des priorités au niveau national. Si l'État aimerait soutenir ces efforts pour le climat, cela joue un rôle important. L'engagement et le plaidoyer pour sensibiliser les acteurs sur le marché est très important aussi. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup de données, mais nous menons déjà une étude sur ce sujet et les États peuvent offrir des incitations à investir aussi. Par exemple, au Kenya, l'État a décidé de ne pas avoir des impôts pour les retours sur les instruments écologiques, qui est encore une fois une incitation à investir. Merci beaucoup. Je m'excuse si j'ai parlé trop vite. Le temps étant compté, mais je suis prêt à répondre aux questions du public. Merci Vimal pour cette présentation pleine de beaucoup d'idées différentes. J'ai moi-même une question à poser. Avec toute la conversation concernant le financement écologique et les investissements verts, j'aimerais connaître les risques. Par exemple, y a-t-il un risque d'oublier d'autres priorités nationales en faveur de ces obligations vertes parce que c'est nouveau, c'est intéressant, il y a un engouement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans votre travail? Oui, c'est quelque chose que j'ai vu récemment. Avec la crise sanitaire, beaucoup a changé. Certains marchés qui poussaient le programme écologique ont maintenant relégué cela au second plan. Mais en ce qui concerne la politique et les lignes directrices, ce sont des États qui développent déjà les politiques. Comme vous le savez, il y a différentes normes partout dans le monde, en Europe, en Afrique, etc. Mais les pays africains souhaitent avoir leurs propres normes. Alors, nous avons soutenu plusieurs pays africains dans le développement de lignes directrices locales pour l'émission d'obligations vertes. Nous avons surtout travaillé dans certains pays tels que le Nigeria. C'est vrai qu'il y a un risque que les nouveaux instruments pourraient être relégués au second plan à cause des problèmes de la crise sanitaire qui sont assez urgents. Vous parlez un peu des normes et j'aimerais en parler un peu davantage et aussi j'aimerais parler des rapports et d'autres questions. L'Union européenne s'intéresse beaucoup à cela et à l'élaboration des normes. Et donc, elle cherche
à créer des réglementations concernant la divulgation pour assurer que les acteurs peuvent divulguer à quel niveau ils sont vraiment engagés pour ces sujets. Est-ce que vous voyez le développement d'un tel système en Afrique ou pas? Est-ce que cela pourrait marcher sur le continent? Oui, je pense que l'Afrique va peut-être suivre le pas de l'Europe dans ce domaine. Comme vous avez déjà mentionné, les priorités risquent de changer avec la crise sanitaire, mais nous avons les normes et les politiques en place. Il y a des choses que l'on pourrait adopter, des normes internationales. Mais comme vous le savez, l'Afrique, c'est un continent à part. Il faut donc adapter, surtout étant donné le contexte sur le terrain et les actifs présents en Afrique que l'on peut utiliser. De tels efforts sont soutenus pour créer un écosystème propice pour les États africains. Bien sûr, tous les États africains ne sont pas au même niveau de développement. Donc, en ce qui concerne le financement écologique, dans certains pays tels que le Nigeria, le Maroc, etc., ce sont des pays qui sont à l'avance. Il y a beaucoup de capitaux disponibles pour ces investissements. Mais les marchés qui n'arrivent pas à attirer des investissements traditionnels peuvent attirer des investissements écologiques. Et bien sûr, l'Afrique a beaucoup de ressources naturelles, ce qui joue un rôle important aussi. Et bien sûr, ce sont les États africains qui vont gérer tout cela pour essayer d'attirer des capitaux. Merci, nous avons une question du public. C'est une question d'Abigail. Elle a trouvé la présentation très intéressante. Et dans 2 minutes, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations concernant les obligations axées sur les femmes et pourquoi vous les avez soutenues dans les différents pays? Ce sont des obligations sociales qui se concentrent sur l'utilisation des fonds là où les capitaux sont disponibles et fournis aux femmes et aux hommes. Jusqu'ici, nous avons soutenu surtout des obligations axées sur les femmes, en Tanzanie par exemple. Et pourquoi? Parce que ce sont des pays avec un pipeline déjà en place pour fournir les capitaux. Ensuite, il y a des normes et un cadre sur les obligations axées sur le genre et sur les femmes. En Tanzanie, nous avons travaillé avec une banque spécifique et au Maroc aussi, nous avons travaillé avec une banque.